Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Human Hack, le podcast qui explore toutes les facettes du facteur humain dans la cybersécurité. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Emeline Manson. Alors, la première fois que j'ai discuté avec Emeline, je dois dire que j'étais dans une phase un peu de moins bien, j'avais un petit coup de mou. Mais je peux vous dire qu'après avoir parlé avec Emeline, elle m'avait redonné la pêche parce qu'Emeline, c'est ce genre de personne qui vous donne envie d'oser, envie tout court. Vous verrez, au fil de notre échange, Emeline nous raconte comment elle a quitté un métier difficile dans la criminologie au Québec, comment elle a repris des études, contacté plus de 200 personnes sur LinkedIn et comment finalement elle a trouvé sa voie en créant sa propre entreprise dédiée à la sensibilisation à la cybersécurité. Avec son entreprise Cyclic, Emeline forme aujourd'hui des PME et des travailleurs indépendants à mieux se protéger des cybermenaces. Mais vous verrez qu'au-delà de ce sujet de la sensibilisation à la cybersécurité, je trouve qu'Emeline nous transmet vraiment sa philosophie de la vie pendant cet échange. Croire en la puissance de l'éducation, assumer son profil atypique et surtout ne jamais perdre le plaisir dans ce que l'on fait, le fun comme l'appelle Emeline. Et ça, je trouve qu'on n'entend pas assez souvent. Alors ensemble, on a parlé reconversion, syndrome de l'imposteur, communication et puis aussi de cette fameuse petite voix intérieure qu'il faut parfois apprivoiser pour avancer. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à écouter cet épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Emeline. Et salut. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le podcast et puis bienvenue. Merci, c'est un honneur et un privilège d'être là. Je suis fidèle auditrice moi-même du podcast, donc je suis contente d'être là. Bon super, ça fait plaisir. Alors, écoute, on va commencer cette conversation avec la première question habituelle. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous parler de ton parcours et aussi de l'activité professionnelle que tu exerces aujourd'hui? Puis après, on ira un peu creuser dans les détails sur ces différents aspects. Oui, certainement. Donc aujourd'hui, je me définis comme une formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité. Donc je suis très dans la prévention, dans la sensibilisation et dans l'humain, dans la cybersécurité. Ça n'a pas toujours été le cas. On parlera un petit peu plus de mon parcours, de qu'est-ce qui a fait au niveau académique que je suis arrivée là. Puis pour le bénéfice de tout le monde, j'ai beau avoir un bel accent français, j'habite au Québec et je suis française d'origine aussi, mais mon conjoint est français lui aussi, donc l'accent me colle à la peau. Et ça fait depuis 2011 que je suis au Québec. Et toi tu le sais, on en avait parlé en off, moi j'ai grandi sur une île, j'ai grandi à Saint-Martin, donc qui est français, moitié Dutch. Et pour celles et ceux qui connaissent, Saint-Martin, c'est un tout petit caillou, il n'y a pas d'université. Donc après mon cursus français normal, après mon bac, vient le moment de se poser, de dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retourne en France ou est-ce que on retourne? Moi, la France, je connais pas. Mes parents sont partis de France, j'avais 4 ans, donc j'étais plus saint-martinoise que française dans ma tête. Le Québec s'est offert à moi parce que c'était français, parce que c'était francophone, en fait, pas français, mais francophone, donc c'était la facilité. Et là, j'ai fait un certificat, non, j'ai pas fait un certificat, j'ai fait un bac, donc une licence, en criminologie. La criminologie qui est un super domaine, mais qui a rien à voir avec l'image qu'on en a en France. En France, c'est beaucoup rattaché à la police scientifique, à NCIS, c'est beaucoup dans l'enquête. Et nous, au Québec, ça n'a rien à voir. Mais moi, je suis rentrée dans ce cursus-là en pensant que ça allait être ça. Moi, je voulais faire des analyses en laboratoire. Bref, j'aurais dû faire une licence en bio plutôt. Mais donc, j'ai fait j'ai pas dit ce que c'était finalement. C'est, pour donner une idée, la criminologie au Québec, c'est un peu comme un psychologue pour criminels. C'est vraiment de la compréhension du comportement criminel, c'est de la réinsertion sociale. Oui, donc on n'est pas là pour comprendre la psychologie du criminel pour aller l'attraper, mais on est là pour comprendre sa psychologie pour l'aider finalement. Exactement, dans un but de le réinsérer dans la société. Ok. Donc ça a été ça mon bagage académique. J'ai fait ce bac en criminaux. J'ai travaillé longtemps quand même en intervention auprès d'une clientèle principalement toxicomane, itinérante. Donc là aussi c'était de la prévention. J'étais déjà dans la prévention à ce moment-là parce qu'on partait du principe de dire on peut pas empêcher les gens de consommer des drogues, mais s'ils le font, autant être un peu un filet de sécurité pour le jour où ils veulent arrêter et qu'ils se ramassent pas avec le sida, l'hépatite C, à refaire tous leurs papiers d'identité. Donc c'était déjà de la prévention.
Et j'ai voulu retourner à l'école parce que c'est quand même un monde spécial. C'était un monde de la nuit aussi parce que je travaillais de nuit dans les rues de Montréal. C'était Oh là pas... là. Ouais, ça devait être pour toi, humainement, ça devait pas toujours être facile. Enfin, je pense que tu as dû avoir affaire à des situations qui devaient être oui, difficiles à vivre, quoi. Oui, sincèrement, c'est pour ça même que je suis sortie, que j'ai voulu vraiment me retirer de l'intervention parce que, en fait, on n'a pas le choix de se créer une carapace parce qu'on voit des choses tellement horribles que tu peux pas ramener tout ça à la maison. Et en Mm. fait, c'est cette perte d'humanité de ma part qui m'a fait peur. Et je me dis, il Oui. faut que je sorte parce que je vois des trucs et je ressens rien et c'est pas normal. Ouais. Tu avais trop de distance. Donc, La carapace était trop grosse, oui, quoi. Là, il fallait que tu retrouves. exact. Ok, ok. Donc là, c'est le moment, après plusieurs années dans ce domaine, où tu te dis, voilà, il faut que j'en sorte, il faut que je fasse autre Oui. chose. Et c'est quoi ton processus? Vers quoi tu vas? Comment tu te dis, je vais aller plutôt vers ça? Ou Ouais. explique comment ça se passait. Moi, je croyais énormément, et je le crois encore, qu'un retour aux études est intéressant et hyper important, pas pour le bagage académique que ça va Oui. t'apporter, mais pour le réseau social que ça va te créer. Parce que quand on veut changer, surtout de domaine d'activité, il faut renouveler notre réseau de contacts et avoir dans nos contacts des gens qui font déjà potentiellement ce qu'on veut faire. Donc Mhm. ça, j'y crois énormément. Donc pour moi, c'était même pas négociable. Fallait que je retourne à l'école. Je savais pas quoi faire, mais je voulais retourner à l'école et je suis tombée sur nous à Montréal, on a une certification en cyber-enquête. Oui. Donc, certification en cyber-enquête qui, normalement, prend 1 an, généralement, mais quand tu travailles à côté, ça peut te prendre 1 an et demi, 2 ans pour jongler avec les cours. J'ai dit, mais c'est super, parce que le crime sur Internet, durant ma licence, on n'en a pas beaucoup parlé, Ouais. finalement. Parce que, malheureusement, c'est un peu rare qu'on mette la main sur nos cybercriminels parce qu'ils sont dans d'autres pays ou... C'est vrai, mais c'est vrai. Ouais. Oui, oui, Et oui. Oui, c'est vrai. Mhm. donc, on travaillait très peu en cyber à cette époque-là. Ouais. Ça a évolué, bien sûr, le parcours a évolué. Mais ouais, cyber enquête, je suis comme, oh, c'est trop cool, le crime sur Internet, c'est ce que je veux faire. Ouais. Donc, ça a été ça, ma porte d'entrée. J'ai fait mon certificat donc en cyber enquête. Quelques temps plus tard, en fait, il y a 2 portes qui se sont ouvertes à moi suite à ce certificat-là. D'abord, on m'a proposé d'enseigner, de devenir en fait chargée de TP pour un des cours, puis ensuite chargée de cours complètement. Et puis Oui. moi, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'aime beaucoup vulgariser, j'aime Oui. beaucoup Transmettre. l'apprentissage Ouais. et rendre des notions complexes sexy. Moi, j'aime ça, rendre ça plus intéressant, plus intriguant. Donc, je suis sautée, ça se dit même pas en français. J'ai Pas grave. sauté sur l'occasion. Mon français. Et deuxième porte qui m'a été ouverte, et ça a été un peu le début de quelque chose, c'est dans le domaine bancaire. J'ai travaillé, nous ici, ça s'appelle la Banque nationale, Oui. et j'ai travaillé d'abord au niveau de la lutte au blanchiment d'argent. Donc, c'était de l'enquête, clairement. Hein. On avait des signalements et il fallait valider est-ce que c'était un faux positif ou est-ce que c'était avéré qu'on avait des indicateurs de blanchiment d'argent. Et très rapidement, ensuite, j'ai travaillé à la sécurité corporative. Parce que lutte au blanchiment d'argent, c'est très, très zone grise. On n'a jamais la réponse hors de tout doute que la personne blanchit de l'argent. On a des indicateurs. Mais par contre, sécurité corpo, là, c'était soit blanc, soit noir. C'est est-ce qu'il y a eu de la fraude ou non. Et puis, ça peut très bien être un client de la banque qui a fraudé. Comme ça peut être un client de la banque qui a été victime et qui s'est fait frauder. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Mais entre toi et moi, il me manquait quelque chose. J'avais pas l'impression de changer le monde, même si c'est ambitieux dit comme ça. Mais mon seul pouvoir, c'était de dire, monsieur, madame, vous vous êtes fait frauder votre compte, pas de problème, on va fermer ce compte-là, on va en réouvrir un nouveau. Ouais. Mais ultimement, ça pourrait réarriver Tu la trouvais moins semaine de d'après. Donc sens, ça te donnait moins de voilà. sens finalement que, en tout cas par rapport, c'est vrai, à la profession que tu avais avant qui là avait beaucoup, beaucoup de sens parce que Oui. t'aidais les gens, etc. Là, tu te sentais peut-être un peu plus limité dans Oui, ce que il tu me pouvais faire. manquait énormément la portion humaine, en fait, la portion Oui. prévention, la portion de dire, il vous est arrivé ça, mais voici comment on peut faire pour éviter que ça réarrive. Toi, t'arrivais quand c'était déjà, enfin, c'était déjà passé Oui, finalement et c'était trop tard, quoi. oui, Ouais, exact. ok, ok. Exact. Donc, tu sais, au début de notre podcast, je disais que Oui. je me considérais comme une formatrice aujourd'hui, mais ça a été long aussi le processus et ça a été graduel dans le sens où je suis restée à l'emploi de la banque, mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, je peux pas rester à rien faire. Donc, à la base, j'ai simplement créé une chaîne YouTube qui existe toujours aujourd'hui pour faire de courtes capsules vidéo pour sensibiliser, vulgariser. Tu sais, c'est vraiment des 1 minute, 2 minutes pour un peu donner aux gens
le goût de s'intéresser à leur propre cybersécurité et d'éviter de tomber dans les pièges. Souvent, même nous, aujourd'hui en formation, je dis aux gens, c'est impossible pour nous de vous présenter tous les stratagèmes de fraude parce que nos amis les fraudeurs sont beaucoup créatifs, beaucoup trop créatifs, il y en a beaucoup trop, donc revenons à la base on est des humains, donc forcément on ressent des émotions. Mais questionnons-nous sur, quand je reçois un message, c'est quoi les émotions que ça vient me chercher? C'est quoi les émotions exploitées par les fraudeurs finalement pour pouvoir savoir, moi en tant qu'humain, je suis plus sensible à quoi? Parmi la peur, la serviabilité, de toutes ces émotions. Et le jour où je reçois un message qui me fait sentir comme ça, d'être en mesure de prendre un pas de recul et de faire mes vérifications. Donc du coup, cette chaîne YouTube, ouais, voilà, tu la lances en même temps que ton job de salarié dans la banque. Tu fais les deux en parallèle. Oui. Ouais. Exact. Et puis, en fait, j'ai eu beaucoup trop de plaisir à créer tout ça. Tu sais, le côté création, vulgarisation, j'ai eu une super belle réceptivité aussi. D'ailleurs, peut-être une chose que je pourrais dire, parce que c'était un changement de carrière en soi, ça me fait penser sur le fait que, donc je te disais, j'étais dans le communautaire, j'étais intervenante, puis ensuite je travaillais à la banque. Mais ça se fait pas par magie non plus. Et je pense que pour n'importe qui veut changer de domaine d'activité, ça peut être intéressant. C'est que pour moi, c'était clair que je voulais changer de travail, que je voulais changer de domaine complètement. Donc je suis retournée à l'école, tout ça, mais c'est pas magique, tu trouves pas un emploi comme ça. Et je savais pas non plus, j'arrivais pas à visualiser qu'est-ce que je voulais faire. On le voit à travers ce que je dis, je suis quelqu'un de très, très visuel, mais il faut qu'il y ait des images en tête. Et quand je voyais des gens avec des rôles analystes en je sais pas quoi, conseiller en je sais pas quoi, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour de vrai? Donc sincèrement, je me rappelle de ce jour-là, j'ai l'image encore en tête, j'étais dans un café avec mon conjoint, on travaillait tous les deux sur nos ordis, et j'ai envoyé, je pense, que plus que 250 messages sur LinkedIn à des gens. Oui, d'accord. Pas dans le but de dire, hey, je cherche un emploi, embauche-moi, mais pour comprendre. Ouais, comprendre, exact. Ça fait quoi? Tu fais quoi dans une journée? Et sans le savoir, j'ai parlé, il y a beaucoup de gens qui m'ont ignoré, mais c'est pas grave. Mais il y a beaucoup de gens là-dedans qui m'ont invité à les appeler, à prendre un café en personne. Et sans le savoir, j'ai même parlé à des futurs boss qui finalement ensuite m'avaient embauché. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à exploiter, pas exploiter, c'est un mot bizarre, mais en tout cas à mettre de l'amour dans leur profil et leur réseau LinkedIn. Ouais, et puis je trouve que, alors moi d'ailleurs je te rejoins, j'ai pas envoyé autant de messages quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, mais j'ai contacté quelques professionnels sur LinkedIn, et comme tu dis, il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas, et ceux qui répondent, ça a été super intéressant, super utile pour, je trouve, exclure, tu vois, des options que j'avais potentiellement en tête, où je me suis dit, non, finalement, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, ou alors confirmer des choses, et je trouve que c'est super utile. Et peut-être un truc que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, si vous recevez des messages, après, on peut pas toujours répondre à tout le monde, évidemment, et on n'est peut-être pas toujours la bonne personne pour répondre à des questions qu'on nous pose, mais je trouve ça super si on pouvait tous être un peu plus disponible pour les gens qui cherchent à travailler dans le secteur, parce que c'est tellement un levier, mais super utile que d'avoir accès aux professionnels, quoi. Donc je te rejoins totalement. Je suis 100% d'accord avec toi. Ouais, non, je suis vraiment, vraiment d'accord avec tout ça. Et puis des fois, on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on a peur de déranger, on a peur de tout ça. Et une phrase que quelqu'un m'a dit, et je pourrais même pas donner le crédit, je sais plus qui me l'a dit, mais quand tu demandes pas, tu as 100% de chance d'avoir un non. Ouais, c'est sûr. Alors que quand tu demandes, tu as 50%. Donc ça, c'est quelque chose qui m'était resté en tête beaucoup, et j'ose un peu plus. Ouais, oui. Et après, c'est les gens qui se sentent mal. Dès quand j'envoie un message, puis après, on se rencontre dans la vraie vie, puis mais oui, on est connectés. Puis c'est être, oui, je t'ai ghosté. Ben oui. Oui, c'est ça, exactement. Mais du coup, alors ce procès, donc là, tu fais en parallèle ton job de salarié, tu as ta chaîne YouTube, et tu commences, tu contactes des gens parce que tu te dis, là, j'ai tellement de plaisir à faire ce truc autour de la chaîne YouTube, je sens qu'il y a autre chose que je pourrais faire dans la cyber, finalement. Et en fait, même au-delà de ça, c'est venu à moi parce que j'avais pas j'avais l'envie d'être dans le futur. Moi, mes parents sont d'anciens entrepreneurs aussi, donc ils ont toujours eu leur entreprise, mais j'avais pas cette prétention de dire, moi, je me pars à mon compte demain matin. C'est venu à moi. En fait, j'ai même pas sollicité des gens sur LinkedIn. J'avais déjà ce réseau qui existait et je publiais les vidéos, et c'est là que j'ai eu une belle réceptivité. Et c'est là que des gens m'ont un peu soufflé des idées en disant, tu pourrais pas faire de la formation, vas-y, fais-nous, c'est le mois de la cybersécurité, fais-nous des courtes capsules pour nous sensibiliser, nous. Donc c'est de là vraiment que c'est parti. Vraiment, ouais, c'est vraiment, c'est venu à toi, comme tu le dis, hein. Enfin, venu à toi, oui et non, parce que tu as quand même créé ta chaîne YouTube. Donc... Oui, à la base. Ça fait quand même une belle démarche, quoi.
Et Oui. du coup, c'est comme ça que finalement, bah, tu vas t'orienter vers la sensibilisation à la cyber et que tu vas t'orienter vers devenir une formatrice? Oui, absolument, absolument. Au bout d'un moment, j'avais encore beaucoup de plaisir au travail à la banque, mais faut faire des choix en termes de temps parce qu'on a 24 heures dans une journée. Oui. Et j'ai fait le choix, c'était en juin 2021, de démissionner de la banque complètement. J'avais quand même un filet de sécurité financier parce que j'avais encore mes charges de cours à Polytechnique, donc Ah je oui! savais que je pouvais quand même vivre et survivre avec ces contrats-là. Même si c'est d'une session à l'autre, c'est toujours renouvelable, ça pourrait ne pas fonctionner, mais j'y suis encore. Mmh. Donc j'ai fait le choix vraiment de quitter la banque parce que mon cerveau était trop tiraillé entre les deux et mon cœur était clairement dans la prévention. Ouais. Donc j'ai démissionné, puis j'en ai vraiment fait ma propre entreprise, ma source d'activité principale. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment, on se définit comme étant une entreprise qui offre de la formation à d'autres entreprises, donc aux employés des entreprises, Oui. pour venir prévenir, pour venir sensibiliser. On fait beaucoup de liens et de parallèles avec la vie personnelle parce que, Oui. c'est moi, j'ai deux personnes à convaincre dans la vie. J'ai le boss qui doit me payer, ça c'est un premier point de départ, mais j'ai aussi des employés qui sont assis devant Mmh. moi à telle date, telle heure, et qui sont, ben, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, j'ai d'autres choses à faire, possiblement. Donc, j'ai ces gens-là à convaincre aussi. Donc, on parle beaucoup de leur vie personnelle pour pouvoir vraiment faire des liens. Et même aux dirigeants, je lui dis, les bonnes pratiques qu'ils vont adopter dans leur vie personnelle, ils vont les intégrer ensuite dans leur vie professionnelle. Oui, professionnelle, je me suis Ouais, trompée. ouais, tout à fait. Ils vont faire le lien entre les 2, quoi. Oui, exact. Et du coup, ce message-là que tu portes, cette approche de la sensibilisation, comment il est accueilli? Est-ce que toi, tu rencontres peut-être des résistances chez certains qui te disent: «Oh non, mais il y a pas de risque» ou d'autres genres de résistances? Ou est-ce que vraiment aujourd'hui, tu as l'impression que, alors peut-être alors avant qu'on parle de ça, peut-être de préciser que toi, tu t'adresses en particulièrement aux petites structures, hein. Tu travailles pas Oui, pour des petites entreprises, hein. C'est chez eux que tu vas aller oui, faire de la sensibilisation. OK. Et oui. donc si je Parce que reviens s typiquement, ouais, la vas-y, banque où vas-y. je travaillais avant, ils ont leur propre département de prévention à l'interne, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, non, bien, je te dirais, mes clients sont vraiment de petites structures au point où est-ce que j'ai des fois des travailleurs autonomes, donc des gens qui sont solo, qui Ah! c'est des comptables, qui il est tout seul, mais il a beaucoup de données sensibles. Bah, bien sûr. Ou alors une dizaine, quinzaine, vingtaine d'employés généralement, ils ont nos clients. Et alors comment du coup, voilà, comment ton message, est accueilli dans ces structures-là, t enfin, par rapport à la sensibilisation à la cyber? Alors, il y a toujours des gens qui veulent pas en entendre parler parce qu'ils se pensent au-dessus de tout ça. J'ai appris à. C'est pas mon travail de les convaincre. Ils seront convaincus un jour ou l'autre parce qu'ils vont voir dans les médias, parce qu'ils vont voir chez un de leurs fournisseurs qui s'est fait pirater ou eux-mêmes se feront pirater. Malheureusement, j'ai pas d'énergie à mettre pour les convaincre. Mais oui, il y a encore beaucoup de réticents, beaucoup de personnes, surtout dans la taille des entreprises avec lesquelles je travaille, qui disent moi ça m'arrivera pas, ce qui est, on le sait, totalement faux. Donc il y a encore beaucoup de tout ça, mais je décide de pas mettre mon énergie à les convaincre eux et à travailler avec celles et ceux qui sont déjà minimalement sensibilisés. Par contre, je te dirais que en un peu plus de 4 ans maintenant que mon entreprise existe, il y a eu une belle évolution. Et ça, c'est grâce au côté légal. Parce que quand j'ai démarré mon entreprise en 2021, beaucoup me disaient ah, c'est bien ce que tu fais, mais moi, ça m'arrivera pas. Comme, ah, ok, c'est intéressant. Donne-moi ta formule magique, s'il te plaît. Donc, on est passé de ça. Et aujourd'hui, on a un peu l'équivalent du RGPD que vous avez en Europe. Nous, on a la Oui. loi 25 qui est arrivée depuis 2022. Tranquillement, elle a été en plusieurs phases mise en application ici. Donc, on est passé d'un ça m'arrivera pas à ouais, je sais, mais j'ai pas le temps. Ouais, 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 ouais. Donc déjà, il y a une intériorisation du problème qui est une très très bonne nouvelle. Maintenant, c'est une gestion plus de temps, de ressources, d'argent possiblement aussi. Mais ouais, je sais, mais c'est ça. Fait que oui, il y a quand même une belle évolution, je trouve. Et est-ce qu'il y a aussi, comme, dans le RGPD en Europe, des pénalités, en cas de Oui. non-respect, de la loi qui Oui, sont mais un pré peu comme l'a fait le RGPD à l'époque, nous, loi 25, c'est la commission d'accès à l'information. Ils sont plus en accompagnement aujourd'hui. Donc oui, il y a des sanctions qui sont prévues et des sanctions quand même assez salées. On parle de ouais, 20 millions du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise ou 2-4% du chiffre d'affaires. OK. Et c'est intense. Après, ils rassurent en disant qu'ils feront faire faillite à aucune entreprise non plus. Donc en fonction de ta taille, on va avoir une certaine logique quand même. Mais aujourd'hui, il n'y a eu aucune sanction qui est tombée. Aucune, parce qu'ils sont dans une démarche d'accompagnement pour le moment. Sauf que ça fait en sorte que je parle à des gens
qui sont pas conformes et qui me disent on verra quand les amendes vont commencer à tomber. Donc il y a toujours ces Ah gens-là oui, aussi. il y a encore des gens qui sont, voilà, qui repoussent toujours l'échéance, quoi. Oui, oui, Mais oui. du coup, peut-être qu'on peut enfin moi ce que tu me dis, ça me fait, ça me convainc d'autant plus que le réglementaire, les législations en cyber, en fait, c'est ça qui permet souvent de Ouais. faire des bonds en avant, quoi. Parce que sinon, on se retrouve quand même, comme tu dis, avec, encore le réflexe de dire: «Ah bah non, mais non, nous on n'est pas concernés» ou «Ça va pas Mmh. nous enfin voilà, on est trop petits, on sera pas attaqués» et cetera. Mais une fois qu'il y a une loi, c'est enfin voilà, c'est on peut plus dire, peu importe si ça nous arrive ou pas, il y a la loi, il faut la respecter. Donc ça fait vraiment avancer, quoi. Ouais, non, je suis vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord. Faut pas. Tu sais, j'ai un complément d'avis peut-être à te partager. Je serais curieuse d'avoir ton point de vue à toi aussi là-dessus. C'est juste que les lois, oui, mais il faut faire attention qu'elles soient pas trop restrictives non plus. Je pense qu'il y a la base qui est logique, mais il faut pas que ce soit trop restrictif non plus parce que les fraudeurs, eux, ils ont pas de règles. Ouais, Fait que c'est si on sûr. met des complications pour les gens qui doivent se conformer aux règles, mais versus les fraudeurs, eux, ils en ont aucune. C'est toujours pour ça qu'ils ont une longueur d'avance sur nous Oui. aussi. Et là, c'est sûr quand tu parles de après, c'est vrai que normalement les réglementations sont censées améliorer les défenses cyber, donc nous Oui. aider aussi à nous défendre des cybercriminels. Mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr que les cybercriminels, eux, ils ont pas de cadre, ils font ce qu'ils Mmh. veulent et qu'effectivement, il faut laisser une marge de manœuvre aussi aux entreprises pour trouver peut-être le niveau de sécurité qui est le plus adapté, s'il y a pas de données Mmh. personnelles en jeu et cetera et cetera. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu sais, la cyber Bah, est ça tellement m'amène, souvent vue comme une contrainte que si on rajoute encore par-dessus, bon. exact. Et tu vois, ça, à mes entreprises, je leur en parle beaucoup et je l'image comme étant l'équilibre entre la sécurité et la fonctionnalité aussi. Il y a un équilibre à avoir Mmh. et il est différent pour chaque organisation. Si on met la barre trop haute en termes de sécurité, mais que personne l'utilise à l'interne, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est quoi le sweet spot? C'est quoi vraiment Ouais. c'est ce qui fait en sorte que ce soit autant sécuritaire, mais facile à utiliser, user-friendly au quotidien pour les équipes? Je suis assez d'accord avec toi et pour les utilisateurs, c'est la même chose. Si on leur en demande trop, si on leur demande de changer leurs habitudes complètement, bah, ils vont pas le faire. Alors que si on fait peut-être des petits pas, là, ça et du coup, ça fait la transition sur toi, les formations que tu donnes, c'est quel genre de formation? Comment ça s est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu fais ça? Oui, bien sûr. Donc, au niveau du format, on est beaucoup ici à distance. Donc, on est quand même sur Zoom, sur Teams en temps réel, mais on est à distance parce qu'il y a énormément de télétravail ou beaucoup des équipes qui sont en hybride. Donc, c'est difficile de les rassembler au même endroit physique. Donc, on fait ça à distance. Mais je te dirais que la plupart des gens aiment être à distance parce qu'ils vont pouvoir bidouiller sur leur ordi dans leurs paramètres en même temps qu'on parle. Donc, c'est très apprécié. Ah, faire les par exemple, tu leur donnes des Oui, recommandations et en même temps, ils vont les faire, quoi? oui, D'accord, exact. ouais, ouais, ouais. OK. Ouais. Donc pour ça, puis on utilise quand même des outils qui nous permettent de garder une interaction dans le groupe parce que ce soit une formation de 10 participants ou qu'il soit une trentaine, admettons, bah, c'est sûr que c'est un dynamisme différent, mais on utilise vraiment des outils pour, c'est intégré dans nos PowerPoint, on leur pose des questions live, ils peuvent répondre avec leur téléphone. Donc tu sais, ça change aussi un peu le mal de place, plutôt que d'écouter quelqu'un parler pendant 1 heure, bah, il y a des petites activités, des interactions. Ça, c'est quelqu'un que tu avais invité dans ton podcast qui en avait parlé aussi, hyper important de c'est ça, de changer le focus de temps en temps et pas juste. Même si la personne elle a des intonations différentes et que tu vis ce qu'elle est en train de te dire, mais on est humainement, c'est plus possible aujourd'hui Ouais, d'écouter quelqu'un complètement. trop Donc longtemps. ce que tu me disais, c'est que tu essayes de créer un espace de parole, quoi, finalement, pour Oui. que chacun puisse intervenir et que ce soit pas du descendant où toi, tu vas aller leur pousser du contenu et que tout le monde écoute, bien sagement, quoi. Ouais, et Mmh. tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. J'ai fait une réalisation récemment parce qu'on est en train de préparer une présentation qu'on va faire dans une grosse banque, justement. Ça va être en fait, c'est les employés et puis c'est de discuter autour de la vie privée. Et Oui. je brainstormais avec Sarine de mon équipe sur le contenu. Et en fait, je me rends compte que mon approche, elle est beaucoup dans le d'abord mettre une image dans la tête des gens et ensuite défaire cette image. Parce que sinon, ça fait travailler trop fort le cerveau. Tu vois, on réfléchissait à dire comment on fait les gens pour leur expliquer c'est quoi la différence entre sécurité et entre sécurité et vie privée. Et on pourrait d'abord dire, ben, voici la définition des deux termes. Et les gens, il n'y a pas d'image dans leur tête. Moi, tout de suite, l'exemple qui me venait en tête, c'est ben, on pourrait leur parler des cookies, des témoins de connexion. Dire, hey, vous savez, les pop-up qui te permettent d'accepter, refuser les cookies, ben ça, c'est plus une notion de vie privée et pas de sécurité. Et Ouais. d'après, d'expliquer le pourquoi en mettant d'abord une image en tête. Donc, je trouve que les analogies, c'est hyper important. Nous, quand on parle de VPN en formation, je parle d'Alice au Pays des Merveilles.
qui tombe dans un tunnel. Puis là, Oui. j'explique que ce tunnel, il est protégé et que je fais vraiment mettre des images dans la tête C'est des gens hyper parce que c'est pas marquant. leur domaine. Ah non, mais Mm, complètement. Ah, mais je te rejoins complètement sur les analogies. Je trouve ça tellement parlant et tu retiens en plus, tu vois, le VPN et Alice au pays des merveilles, franchement, je pense que je vais me rappeler, quoi. Ça marque vachement, je trouve, hein. Donc c'est mm, vraiment super. ouais. Donc ouais, c'est au niveau du format, au niveau du contenu, au niveau du dynamisme, c'est hyper important pour nous. Une de nos valeurs, beaucoup à l'interne, nous, c'est le plaisir. Faut avoir du fun, faut avoir du plaisir et ça passe à la fois avec les clients, quand on délivre le contenu, quand on anime, c'est hyper, hyper important. Mm. Et du coup, toi, le contenu de tes formations, est-ce que tu vas je retrouve pas le mot, tu le ouf, tu le oh là là, tu le crées en fonction de tes clients ou tu as un tronc commun et tu vas faire des choses spécifiques ou le crées vraiment pour chaque client? Alors, on a quand même une base, on a un catalogue de formation qui est disponible sur notre site web pour déjà donner un aperçu aux clients de quelle est l'étendue de notre expertise. Mais ensuite, il y a rarement une formation qu'on donne copier-coller à deux Ouais. clients parce que Ouais. la réalité est différente, les outils qu'ils utilisent sont différents. Et je vais pas parler, mettre des captures d'écran de Google quand tout le monde est sur Microsoft. Donc, c'est vraiment, on adapte les exemples. Donc, pareil, si j'ai un client qui est vétérinaire versus un client qui est plombier, les exemples qu'on va donner seront pas du tout les mêmes. Donc, on adapte énormément le contenu. On fait même une petite rencontre au préalable avec le client pour s'assurer c'est quoi ses attentes, puis pour y répondre, adapter avec les outils qu'ils utilisent à l'interne. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est un peu différent que parce que moi, je pense souvent aux problèmes de sensibilisation que tu vas avoir dans les grandes entreprises où tout le monde, peu ou prou, on n'utilise pas les mêmes outils, mais on a quand même tous un peu les mêmes façons de travailler. Mais là, les exemples que tu viens de prendre entre un comptable et un plombier, effectivement, c'est Ouais, très différent. Donc, oui. oui, j'imagine bien qu'effectivement, il y a ce besoin de faire du spécifique, quoi. Ouais, absolument. C'est pour ça que je trouve que, tu sais, il y a toute la sensibilisation via de la capsule vidéo préenregistrée. Et je pense que c'est important dans une stratégie de formation continue, mais de baser sa stratégie uniquement sur de la capsule vidéo préenregistrée. Je trouve qu'il manque quelque chose, comme tu disais, de créer un safe space, de créer un espace de parole. C'est important de pouvoir donner des exemples. Tu sais, même le client, souvent, lui demander, est-ce que tu as reçu des courriels d'hameçonnage récemment? Envoie-les-moi, comme ça, je les adapte. Et puis, c'est réel et concret à ce que vous j'ai sincèrement du mal à concevoir qu'on puisse aller chercher une motivation vraiment intrinsèque de quelqu'un à changer ses pratiques via uniquement une capsule vidéo. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Bah, après, il y aura évidemment, la personne va regarder les vidéos et se dire: Oui, ils ont raison, c'est vrai, je vais essayer de le faire», mais effectivement, le changement de comportement, est-ce qu'il va vraiment venir? Ça, c'est encore autre chose, quoi. Ouais, Et tu parlais de absolument. safe space et ça me fait penser, est-ce que toi, tu vois encore, peut-être, des sentiments des gens qui n'osent pas témoigner d'erreurs qu'ils auraient pu faire ou tu vois, un peu, sentiment de honte par rapport à des choses, non sécurisées que les gens font comme pratique ou alors les gens sont assez libérés pour parler des aussi des mauvaises pratiques qu'ils ont? Ça dépend vraiment des gens, mais je dirais que c'est quand même difficile d'avoir accès à des témoignages parce qu'il y a toujours ce sentiment-là, hein. Euh, je le vois même, des fois, je témoigne auprès de journalistes et ils me demandent est-ce que tu aurais des clients qui pourraient témoigner. Je suis comme, bah, je vais essayer, mais je pense Personne pas. veut ouais. Donc, c'est moins évident. Il y a aussi le problème à l'interne que tu sais, c'est jamais très clair. C'est quoi la conséquence si moi, en tant qu'employé, je commets une Tout à erreur? fait, Alors que ça ouais. devrait être très clair aussi, les limites, les frontières devraient l'être. Et puis, tu sais, on en a vu aussi, même je crois que c'était en Europe, un, un jugement comme quoi l'employeur a mis à pied son employé parce qu'il y avait eu une erreur. À cause d'elle, c'était une comptable et il y avait un virement qui avait été envoyé. Mais ça a été en cours et elle a pu prouver que j'ai jamais reçu de formation. Comment tu veux que je sache C'est quelles ça. sont les étapes? Donc, tu sais, c'est quand même une responsabilité qui est partagée. C'est quoi les processus? C'est quoi les procédures? Euh, mais tout ça pour dire que non, le langage est pas, la parole est pas si libérée. Même pour voir des fois, donc les médias en parlent et ça va mettre de l'avant une personne qui a été victime de quelque chose, puis elle va se faire batcher dans les commentaires. Donc ça encourage pas les gens à parler. Ouais, c'est vrai qu'on a eu quelques gros sujets qui sont sortis. Bon, c'est pas tout à fait si, je sais pas si on peut dire que c'est la cybersécurité, mais tu sais, la personne qui s'est fait, avoir par quelqu'un qui se faisait passer pour Brad Pitt. C'était une Française Oui, d'ailleurs oui, et elle, ah effectivement, oui. tout le monde s'est moqué d'elle. Je dis pas que ça peut arriver à tout le monde, évidemment, parce que ça paraît tellement gros, mais moi, ça m'a fait un peu de la peine et je me suis dit: «Bah, en fait,
c'est sûr que ça encourage personne à témoigner si on voit que des gens qui se sont fait, et puis elle a perdu des centaines de milliers d'euros, se font, comme tu dis, bâcher et que tout le monde se moque d'eux, c'est sûr que ça, voilà, ça n'encourage pas à la prise de parole. Non, exact. Non, mais c'est quelque chose qu'on vit nous aussi, Ouais. aussi. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose dont tu m'as parlé pendant la préparation du podcast, où tu me disais, toi, tu penses que c'est super important qu'on ait du coup aussi des profils qui soient non techniques et qui travaillent dans Mmh. la cyber et puis surtout, enfin, entre autres aussi dans la formation à la cyber ou enfin dans la sensibilisation. Pourquoi tu penses que c'est si important d'avoir finalement des profils un peu atypiques qui viennent intervenir? Bah, parce que si on a juste des profils qui pensent de la même manière, on pense jamais à l'extérieur de la boîte. Tu sais, donc, moi, mon profil est zéro technique. Hein, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Donc, vous voyez, j'ai quand même des bases. J'ai fait un cours de C++, j'ai eu A+. J'en suis Mmh. très fière, même si j'ai pleuré lors de l'examen. En train de dire pourquoi j'ai pris ce cours. Mais j'ai très peu de bases techniques et je pense que c'est un avantage pour moi parce que je me considère comme une interprète et une intermédiaire entre les utilisateurs et les gens techniques. Fait que si moi, entre deux, je comprends pas ce que la personne technique a dit, il y Ouais. a clairement un problème. Donc, je trouve que c'est hyper important parce que la cyber, c'est un large domaine. Quand on regarde, oui, il y a la prévention, il y a le côté technique, mais il y a des avocats spécialisés, il y a des gens qui font des relations de presse pour tout ce qui touche les gestions de crise, il y a des enquêteurs, il y a plein de domaines, en fait, autour de la cyber. L'assurance aussi, tout ce qui est cyberassurance ou juste assurance, c'est un monde en soi. Donc, souvent, mes étudiants, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, ah, Amine, j'ai pas vraiment de bagage technique, je sais pas si c'est un domaine qui est fait pour moi, qu'est-ce que j'en pense? Ben, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, mais ce que j'en pense, c'est qu'il y a clairement de la place, puis il faut avoir des façons différentes de penser pour nuancer ce qui existe déjà, pour apporter de nouvelles idées et pour donc penser à l'extérieur de la boîte et défaire un petit peu ce qu'on voit en ce moment. Ouais, complètement d'accord avec toi. C'est sûr que la diversité va amener une richesse de perspectives et puis, 100%. pour faire face, comme tu disais tout à l'heure encore, les cybercriminels, ils ont peut-être pas de limite juridique et ils ont aussi pas de limite, je pense, dans leur approche. Ils sont très, à mon Mhm. avis, créatifs et donc en Oui, face, il faut aussi peut-être qu'on mette, un niveau de créativité aussi, similaire dans la partie défense, quoi, finalement. oui, absolument. Pendant la préparation du podcast, tu m'avais aussi parlé, de petites techniques que toi, tu avais utilisées dans ta carrière à des moments où tu t'es sentie un peu, limitée ou un peu illégitime. Mhm. Est-ce que tu vois ce dont je veux te parler? Oui, absolument. C'est cette capacité que j'ai à brain mon cerveau quand c'est Tout lui à qui fait. bloque. Oui, bah en fait, c'est pour donner une image, parce que maintenant tout le monde le sait, j'aime ça mettre des images en tête. C'est un peu comme des fois, t'es à la salle de sport, t'es au gym et tu dois faire 8 répétitions. Mais des fois, compter jusqu'à 8, on dirait que c'est plus long que compter 2 fois jusqu'à 4. Fait que moi, c'est ce genre de brain de mon cerveau que je fais. Je vais compter 2 fois jusqu'à 4 plutôt que de compter one shot jusqu'à 8 parce que Ouais. mon cerveau, il aime pas ça sinon. Il trouve ça long. Et un peu sentiment d'imposteur, en fait. Vraiment, le gros syndrome de l'imposteur, on l'a tout le monde. Faut arrêter de dire aussi que c'est juste les femmes parce que je connais beaucoup d'hommes qui ont ce Ouais. syndrome-là aussi. C'est juste que c'est tabou et ils en parlent pas, j'ai l'impression, mais on l'a tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a toute notre vie aussi de toute façon, mais à des degrés différents. Et quand je me suis lancée à mon compte, j'avais énormément de mal avec deux mots, Oui, avec le mot entrepreneur et avec le mot spécialiste, expert. oui. Et j'avais gros syndrome de l'imposteur, dire je suis pas une entrepreneur, tu sais, je travaille pas encore à temps plein là-dedans. Donc, tu sais, plein de croyances qu'on a. Et une façon pour moi de brain mon cerveau, ça a été de revenir à la source du mot, à l'étymologie du mot, en disant une personne qui entreprend, ben, un entrepreneur, c'est une personne qui entreprend. Est-ce que j'entreprends? Oui. Alors, tais-toi, cerveau, s'il te plaît. Moi, j'aime bien l'appeler à la troisième personne, comme ça, Oui, c'est une personne externe, puis tout à fait, exactement. Ouais, ouais. et pareil pour la notion de spécialiste, c'est-à-dire ah mais je suis pas expert, je suis pas spécialiste, pour qui je me prends, gros syndrome de l'imposteur. Et là, c'est de se ramener, dire quand je suis dans une pièce, est-ce que j'ai plus de connaissances sur mon sujet que la plupart des gens? La réponse est oui. Et l'idée, c'est pas d'être le spécialiste Mmh. top, parce que de toute façon, on ne sera jamais, on apprendra toujours. Mais c'est vraiment, ouais, ça m'avait beaucoup aidé de revenir à cette étymologie-là et de dire, ben oui, t'es experte dans ton domaine. T'es pas l'experte, on n'a pas mis un L apostrophe en avant, mais c'est pas l'objectif, mais est-ce que j'ai plus de connaissances que la plupart des gens dans mon entourage? Oui. Et que c'est même, quelqu'un m'avait dit ça, et pour vrai, c'était une coach, donc il y a tout le côté développement personnel en arrière, mais elle me dit, avec toutes les connaissances que tu as, c'est égoïste de garder ça pour toi. Ah, Genre, c'est oh, vrai. wow, oui, c'est une façon intéressante de voir les choses. Oui,
Complètement, mais je trouve que ça retourne vachement, le cerveau justement, alors qu'on a tout le temps tu vois, on se Ouais, dit: «Ah mais on voit toute la partie de l'iceberg, tu vois toutes les connaissances qu'on n'a pas», alors que finalement on a déjà plein de choses à proposer et c'est ce qu'elle te disait elle, finalement ce serait égoïste de les garder. Je trouve ça vraiment, super intéressant de penser de cette façon-là, quoi. C'est original. ouais. Ah, je trouve ça vraiment chouette, ouais, de pouvoir. Tu sais, c'est comme si dans la vie, il y a toujours plusieurs façons de voir le problème. On a Oui! tous eu l'exercice de perspective en art plastique, où est-ce qu'il y avait une chaise ou je sais pas quoi, puis on fallait le dessiner, puis après il fallait changer d'angle. Mais c'est un peu la même chose avec nos propres idées ou les propres histoires qu'on se raconte. De change d'angle, change de lunettes, Ouais. puis ça permet de brain un peu le cerveau. Ouais, non, mais je trouve ça génial, franchement, je trouve ça super. Et du coup, pour conclure, la question que j'aime bien poser à mes invités, est-ce que toi, tu as une valeur ou un principe qui guide ta pratique, de cyber, de professionnel de la cyber? Quelque chose un mantra que tu as comme ça ou Hmm. Hem, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais la valeur, enfin le plaisir, le fun, c'est quelque chose d'hyper important, vraiment important pour nous. C'est important d'avoir du plaisir, même, tu sais, c'est sûr que maintenant j'ai le rôle de formatrice, mais j'ai aussi le rôle de chef d'entreprise un petit peu plus parce que j'ai une équipe, j'ai des formatrices avec moi, mais ça reste une valeur importante. On va avoir, tu sais, s'il y a un mandat qui s'est moins bien passé avec un client, les chances qu'on fasse affaire avec ce client sont faibles parce que pour nous, c'est important d'avoir du plaisir. Donc, non, le plaisir, c'est vraiment quelque chose qui, ouais, que tu ouais, mets en qui avant, quoi. est Il faut pas le important. perdre finalement, parce Oui, que c'est vrai que dans sa vie professionnelle, on a souvent tendance à le mettre au dernier sur le dernier truc de la to do list, c'est avoir du plaisir dans son travail. oui, Et d'abord faire tout le reste. et Ouais. pourtant, les journées passent tellement plus vite. Ouais, complètement d'accord. Eh ben, Mmh. merci beaucoup Emeline. J franchement merci d'avoir partagé ta perspective qui est super originale sur le métier, sur ta façon finalement d'approcher, la sensibilisation. C'était vraiment passionnant. J'ai beaucoup aimé aussi, voilà ton retour d'expérience sur cette reconversion professionnelle et puis tu vois ces petits hacks que tu nous as donnés pour, des fois un peu, Mmh. dépasser, les croyances limitantes on peut avoir sur soi-même. Donc c'était vraiment super utile. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et puis à partager vos retours et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir Emeline. Au revoir, merci.